bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Midi 1 TV. Vous êtes analyste politique et éditorialiste. Avec vous, on va parler de ces nouvelles discussions, nouveaux rounds de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Ça va se dérouler tout à l'heure à Genève. Chacun a déjà avancé des pions. On va en parler peut-être avec vous, si vous voulez bien, dans le détail. Revenons d'abord sur les dernières déclarations. Celle du président iranien qui a dit, il y a quelques heures, c'était un tweet, on va appeler ça comme ça, même si ça a changé de nom maintenant, à propos justement de la situation que connaît l'Iran. Ni guerre, ni paix, dit-il. Oui, bonjour Rachid. On a l'impression que du côté américain comme du côté iranien, chacun essaye de placer le cadre de la négociation. Les Iraniens ne veulent absolument pas donner les concessions demandées par les Américains, à savoir faire des concessions sur 4 points essentiels que je vais résumer tout de suite. Le premier, c'est le stock d'uranium enrichi, le mettre sous contrôle international. Le deuxième, c'est l'arrêt immédiat de tout enrichissement en vue d'obtenir une arme nucléaire. Le troisième, c'est le programme balistique iranien. Et le quatrième, ce sont les proxys iraniens dans la région qui consacrent l'influence néfaste des Iraniens dans la région. Sur ces 4 points, les Américains demandent des éclaircissements, des concessions. Et sur ces 4 points, les Iraniens refusent. Donc, ce qui nous donne cet état de fait que ni guerre ni paix et qu'on monte des rounds de négociations sans qu'on ait l'ambition ni d'avancer, ni d'avoir des évolutions majeures. Et ça, c'est une situation qui installe une étrange atmosphère où tout le monde se prépare à la guerre, mais personne n'imagine passer à l'acte. Oui. Quand vous dites personne n'imagine passer à l'acte, est-ce que vous pensez que Donald Trump n'ira pas, alors qu'il a quand même amassé une armada assez considérable dans les mers toutes proches des côtes iraniennes? Est-ce que vous pensez qu'il n'appuiera pas sur le bouton? Oui, c'est vrai que, Rachid, quand on voit cette mobilisation militaire américaine gigantesque dans la région, on peut se poser la question que ce n'est pas fait pour rien, ce n'est pas fait pour de la décoration ou pour juste de la démonstration militaire. À un moment ou à un autre, il va falloir passer à l'acte. Mais sauf que dans le contexte actuel, si demain, comme vous dites, Donald Trump décide d'appuyer sur le bouton, ben, il sera le seul à le faire parce que les pays du Golfe sont contre cette guerre à cause de ses impacts et ses répercussions régionales et économiques. L'Union européenne, la majorité de ces pays sont contre cette guerre parce que justement, on imagine mal comment le monde sera fait, comment l'économie mondiale sera faite après cette guerre. La Russie et la Chine, on n'en parle même pas. Même Israël, une partie du gouvernement israélien n'est pas d'accord avec cette guerre. Donc, si demain, Donald Trump décide de lancer une opération militaire gigantesque contre l'Iran, ben, il sera le seul. D'autant plus qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'objectif militaire de cette guerre. Est-ce que cette guerre a pour objectif de changer de régime en Iran? À ce moment-là, il faut absolument mettre des troupes américaines sur le sol, ce qui contredit totalement la doctrine actuellement de ce qu'on appelle la base MAGA, de celle qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, il y a là de vrais questionnements, un vrai mystère autour de la décision pour Donald Trump. Est-ce que vous pensez que le président américain cherche peut-être actuellement à gagner du temps avec ces discussions qui trouvent toujours de toute façon un point de blocage avec ces discussions pour pouvoir justement convaincre certains des alliés, certains de leurs alliés, pour occuper la place que les Américains n'iraient pas occuper ensuite? Oui, c'est vrai que si on veut décrypter un petit peu la démarche et la stratégie américaine, c'est d'abord de montrer sa force pour ne pas justement avoir à s'en servir, mais c'est aussi donner et envoyer un message au monde entier que la négociation est allée jusqu'au bout, parce que le round d'aujourd'hui de Genève, ce n'est pas le premier et ce ne sera certainement pas le dernier, et les Américains montrent
au monde cette disponibilité absolument à négocier avec les Iraniens. Et à force de négocier avec les Iraniens, eh bien, le message qui traverse l'ensemble de la planète, c'est qu'il y a un partenaire américain qui veut négocier, qui veut arriver à une solution diplomatique et politique, mais il y a un partenaire iranien qui défie le monde. Et si Donald Trump arrive à convaincre l'ensemble des partenaires internationaux européens, arabes, chinois et russes que la solution diplomatique ne marche pas, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une dynamique de pression qui se mettrait en route pour obliger les Iraniens à faire des concessions. Une dynamique internationale qui obligerait les Iraniens à faire des concessions. Mais au bout de cette logique, s'il n'y a pas de solution, Donald Trump on ne peut pas imaginer Donald Trump ne pas attaquer l'Iran, ne serait-ce que, d'ailleurs ça a été dit récemment, à travers des attaques partielles et pas une destruction totale comme certains en rêvent. Oui. Côté iranien, cette fois, quel intérêt à aller discuter avec ce qui était appelé il n'y a pas si longtemps encore le grand Satan? Quel intérêt? Est-ce que c'est pour se maintenir au pouvoir que le régime iranien va comme ça s'asseoir à la table des négociations et puis faire quelques concessions, même si ce n'est pas l'essentiel de ce que demandent les Américains? Oui, Karim, Rachid, pour les Iraniens, ils ont toujours détesté la politique de la chaise vide. Ça a toujours été, dès qu'ils ont été convoqués, entre guillemets, à des négociations, ils vont le faire. On rajoute à ça que les Iraniens sont convaincus que s'il y a une solution à élaborer avec la communauté internationale, elle ne passe ni par les pays du Golfe, ni par les pays européens, ni par la Chine, ni par la Russie. Elle passe forcément, inévitablement par Washington et par l'administration américaine. Parce qu'ils savent, les Iraniens savent très bien que la mécanique de la décision guerre et paix dans la région, ce sont les Américains qui la possèdent. Donc d'où cette volonté absolument d'être sur la photo de la négociation et de ne pas donner cette impression de fuir la négociation. Mais on veut négocier sur quoi? C'est toute la question qui est posée aujourd'hui. Oui, alors justement, parlons-en de sur quoi négocier. On sait que les Américains veulent qu'il n'y ait surtout pas d'armes nucléaires made in Téhéran. On sait que les Américains veulent abaisser le taux d'enrichissement d'uranium que sont en train de produire les Iraniens. On sait aussi que leur programme balistique va aussi être sur la table des discussions avec des Iraniens qui disent que peut-être on voudrait réduire la portée de leurs missiles à moins de 300 km, sauf que ça réduirait leur influence régionale. Bref, c'est un nœud gordien, c'est inextricable. Oui, et c'est vrai que toute la divergence est autour de l'ampleur des négociations. Alors sur le dossier nucléaire lui-même, je crois que les Iraniens ont envoyé des messages selon lesquels ils sont prêts à donner des gages de bonne volonté à la communauté internationale, à l'AIEA qui participe aujourd'hui à ces rounds de négociations, comme quoi ils vont arrêter l'enrichissement de l'uranium et ils vont abandonner petit à petit cette volonté d'acquérir l'arme nucléaire. Mais le problème, c'est que les Iraniens savent très bien que les Américains ne s'arrêtent pas au seul dossier du nucléaire iranien. Ils veulent aussi les autres éléments que sont le balistique et les proxys iraniens. Et à ce moment-là, les Iraniens sont convaincus que s'ils donnent ce genre de concession à l'administration de Donald Trump, c'est comme s'ils donnaient les clés du pays à l'Amérique et que n'importe qui peut rentrer, peut attaquer l'Iran sans qu'il y ait la moindre résistance. Donc les Iraniens veulent d'un côté faire des concessions diplomatiques et politiques et voire médiatiques sur le dossier nucléaire, mais ils ne veulent absolument pas en entendre parler ni du balistique ni de leurs alliés régionaux. Parce que cela veut dire simplement que les Iraniens rentrent dans une logique de soumission totale à la volonté de Donald Trump, ce qui les rend absolument prenables par n'importe quel pays de la région. Oui, alors justement, avec ce qu'on évoquait il y a quelques instants, c'est-à-dire le déploiement de l'armada américaine près des côtes iraniennes, et ces négociations qui continuent, c'est une façon pour les Iraniens de négocier avec déjà le pistolet sur la tempe.
Oui, ça c'est la stratégie américaine. C'est je mobilise mon armada militaire, j'envoie le message que je suis prêt à attaquer, mais je négocie en même temps. Et si le partenaire iranien comprend ce message, il va faire des concessions. S'il ne comprend pas ce message, il ne fera pas les concessions. Mais moi, mon intime conviction, c'est que les Iraniens rentre dans cette négociation sachant pertinemment que les Américains ne peuvent pas attaquer seuls les Iraniens parce que les conséquences par exemple, sur le prix du baril du pétrole sera énorme, sur la région, sur les pays du Golfe, sur les équations stratégiques et économiques de la région seront totalement bouleversées. Et les Américains ont ces données en tête. Et ils ne peuvent pas courir le risque d'allumer une guerre régionale sans avoir la garantie de faire tomber le régime iranien. Moi, à mon sens, que le scénario dont rêve Donald Trump, c'est un scénario à la Maduro, au Venezuela. Ça veut dire essayer de faire tomber la tête du régime iranien tout en gardant l'architecture du pouvoir et essayer de négocier un accord avec ce qui reste du pouvoir iranien. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est faisable en Iran alors qu'il a été au Venezuela? Ça, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Oui, c'est toute la question. Mais quel est le rôle aussi des voisins de l'Iran? Vous avez évoqué dans la région, évidemment, ces pays qui redoutent une attaque parce que ça ferait vaciller le commerce et l'économie mondiale tout entière. Quel rôle jouent ces pays dans ces discussions? Est-ce que ces pays interviennent directement, peut-être passent des coups de fil à la Maison-Blanche pour essayer de calmer la situation? Alors, commençons d'abord par les pays de la région, commençons par Israël. Par exemple, Israël, une partie du gouvernement ne veut absolument pas que Donald Trump attaque dans ces conditions-là parce que on ignore la capacité de réponse des Iraniens. On a eu en juin dernier une espèce de réponse iranienne sur Israël. Aujourd'hui, on ne sait pas de quelle qualité d'armes disposent encore les Iraniens pour pouvoir riposter. Est-ce qu'ils vont maintenant toucher les villes israéliennes? Est-ce qu'ils vont toucher les infrastructures vitales et sensibles israéliennes avec leur armement? Donc le fait qu'on ignore un petit peu la capacité de riposte iranienne fait craindre et fait adopter à certaines personnalités israéliennes le fait de dire qu'il ne faut pas attaquer dans ces conditions-là. Alors il y a aussi les pays du Golfe. Alors, les pays du Golfe, automatiquement, ils sont contre cette guerre parce qu'ils savent que les Iraniens vont répondre, ils vont toucher les infrastructures pétrolières, ils vont toucher les bateaux, ils vont créer un tel chaos et une telle instabilité régionale que ce n'est pas du tout dans leur intérêt. Donc ils demandent à Donald Trump de privilégier la version diplomatique plutôt que la version militaire. Alors, ironie du sort, ces pays du Golfe en 2000, ce sont eux qui avaient convaincu Donald Trump de sortir de l'accord de 2015 et c'est maintenant eux qui le supplient, entre guillemets, de revenir à cet accord et de parvenir à un compromis politique avec l'Iran plutôt que d'utiliser le langage militaire avec toutes les conséquences qu'on imagine. Oui. Alors, le fin analyste que vous êtes, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez, vous visionnez cette image de l'armada américaine retournée vers les États-Unis, sans avoir tiré un seul obus, bien sûr? Alors moi, je crois que l'administration américaine et surtout la délégation qui négocie actuellement, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont à la recherche d'une sortie de crise. Ils veulent arrêter cette dynamique militaire, mais ils veulent avoir quelque chose en main à donner à l'opinion américaine, mais aussi à donner à l'opinion du monde. Ils veulent sauver la face. Ils veulent dire, nous étions prêts à attaquer, mais à partir du moment où les Iraniens ont fait ce genre de concession, ne reculons. S'il n'y a pas cet accord, s'il n'y a pas ce genre de concession, ça serait un coup très dur pour Donald Trump, surtout que Donald Trump a basé toute sa parole internationale sur une forme de virilité politique et militaire. Et si demain, il doit rebrousser chemin sans qu'il y ait la moindre avancée dans son dossier, ça aura un impact, un, sur la crédibilité internationale de Donald Trump, deux, sur la crédibilité intérieure, alors qu'il s'apprête à mener les élections de mi-terme,
ou on s'attend, à cause d'autres raisons internes aussi, à ce qu'ils subissent une perte inédite. Et ça, les Iraniens le savent, et c'est pour ça qu'ils négocient le plus petite concession possible. Oui, ils le savent et ils essaient de gagner du temps, ils essaient de transformer la pression, de la mettre à l'envers. Au lieu que ça soit une pression militaire américaine sur les Iraniens, il faut que ça soit une pression du contexte international sur Donald Trump et son appareil militaire. Oui, c'est de l'aïkido, ça s'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moustapha Tonsah, d'avoir été l'invité de Média TV ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Excellente journée à vous.